Bonjour Madame Roch. Bonjour. Vous êtes donc psychanalyste, membre de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Après la procédure donc de la PAS en 99, vous avez été nommé analyste de l'école et vous avez donc témoigné de votre analyse pendant 3 années. Alors merci d'abord d'avoir accepté de répondre à notre question pour le site de l'antenne clinique Brest-Quimper. Et donc notre question est la suivante. En lien avec notre thème de l'année, tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant, comment pourriez-vous éclairer cet énoncé du dernier enseignement de Lacan dans l'après-coup de votre nomination d'analyste de l'école? Oui, bon, peut-être commencer par dire un mot sur le tout le monde est fou, c'est-à-dire délirant. C'est dans son cours de 2008 que Jacques-Alain Miller commente cette formule boussole ultime du dernier enseignement de Lacan. Alors il dit entre autres choses qu'en généralisant la folie, Lacan fait apparaître ce que disait Freud, que rien n'est que rêve. Chacun rêve et tient à son rêve, à sa particularité, à son symptôme, à son fantasme, à son délire. Et Jacques-Alain Miller ajoutait, cela donne une définition de l'enfermement. Donc, si vous voulez, ça m'a évoqué un titre. Somnambule qui trébuche, vite on bûche. Je vais vous l'expliquer. Oui. En 2009, Jacques-Alain Miller avait donné pour titre des 38e journées de l'ECF. Vous voyez, donc c'est quand même 10 ans après ma passe. Comment on devient psychanalyste au XXIe siècle. Et il faisait le programme des journées. Il m'avait téléphoné pour me demander quel était le cœur de mon exposé. Et donc, après quelques échanges, au fond, il m'a proposé ce titre. Somnambule qui trébuche, vite on bûche. C'est un titre amusant. Donc, je me suis dit, comment je vais vous l'expliquer très simplement. Et en fait, je voudrais vous l'expliquer très précisément, cliniquement. Vous savez, dans ma passe de l'ECF, j'ai témoigné de la tresse hystérie femme. Et là, je vais plutôt vous parler du premier brin, si je puis dire, c'est-à-dire la fonction symptôme du père. J'ai éprouvé, enfant, un grand tremblement. Mon corps souffrait d'une réminiscence. Jamais elle n'avait été évoquée dans l'analyse. Donc, il a fallu le temps réel de la passe. Au fond, elle a été ma toute première fenêtre sur le monde. La voici. J'ai 6 ans. J'ouvre l'armoire de mon père. Je constate, mon papa est bien parti, il a emporté son plus bel habit. À cet âge, j'ai vu ce que je savais, mais qu'on ne m'avait pas dit, que mon père était mort. Donc, mon père était absent et son plus bel habit aussi. J'en ai conclu à une disparition. C'était une façon, au fond, de démentir le réel par du semblant. La mort, c'était du semblant. J'ai payé, on pourrait dire, ce démenti. Mon tribut, ça a été de payer ça par le symptôme et une pantomime de nuit. L'angoisse se tenait au bord de ce vide fondateur. Cette réminiscence de l'armoire vide
comme je vous le disais, m'est apparu seulement dans la transmission de ma passe au passeur qui s'est faite dans une temporalité propre au réel du symptôme et dans une répétition de la jouissance. Pendant 6 mois, alors que je travaillais avec les passeurs, je continuais à aller voir mon analyste. J'avais noté cette étrangeté, le dispositif était vide, j'avais déserté les lieux et pourtant je revenais. Je revenais dans les lieux comme si vraiment quelque chose était inscrit dans les lieux. Les 6 mois de travail de ma passe correspondaient au fond au laps de temps écoulé entre le moment du début de la maladie de mon père et sa mort. J'avais 5 ans et demi, donc, quand une nuit, mon père a été saisi d'une crise d'épilepsie et je me trouvais par hasard dans la chambre de mes parents. On était à la campagne, il y avait peu de place, donc je me suis trouvée là. Mon père a été emmené dans la nuit, ma mère l'accompagnait et dans la panique générale, je me suis retrouvée là en plan. Puis mon père est rentré chez nous et il est mort 6 mois plus tard. Mais j'ai été présente pendant tout le temps de sa maladie et chose incongrue, c'est que quand il est mort, ma mère n'a pas pu me le dire et elle m'a éloignée et je n'ai pas assisté à l'enterrement de mon père. Donc pour moi, il avait disparu. Alors, je vous parlais d'une version paralysante, c'était une version paralysante, ce démenti. Voir mon père tomber m'a affecté de nombreux tics que l'analyse a fini par réduire, si vous voulez, à ce que j'ai appelé dans mon témoignage de passe. Ça s'est réduit à un bord, les mythes, clin d'œil, que j'ai nommé clin d'œil. La réminiscence du réel, la mémoire, si vous voulez, du contingent de l'histoire, de la tragédie de mon père, mon regard sur le monde sont sur ce bord d'ouverture-fermeture. Et j'ai pu témoigner dans ma passe, d'ailleurs, d'un inconscient à la fois pulsionnel et signifiant. Et un bord, battement d'alternance, voyez, ouverture-fermeture. Et en fait, la nuit, je vous parlais d'une pantomime de nuit, c'est que j'ai longtemps cherché mon père. Avant de me coucher, j'étais comme une somnambule. Je faisais le même trajet chaque soir, le même tracé, j'esquissais les mêmes gestes. J'ouvrais la porte, je fermais la porte, je regardais derrière, j'allumais, j'éteignais, battement d'alternance, jusqu'à un cri lancé dans la nuit, qui était ce cri qui est « Bonne nuit ». Je criais « Bonne nuit » et une fois accompli, c'était un « Bonne nuit » qui était sans réponse, ou bien des réponses, si vous voulez, d'usage, c'est-à-dire « Mais dors, demain tu seras fatigué ». Mais c'était un « Bonne nuit » sans réponse et je finissais par m'endormir. Il y avait dans le Bonne nuit une décomposition phonématique, une volonté d'effacement, comme si je ne pouvais pas, comme si je cherchais à raturer cette nuit, si vous voulez, cette nuit blanche, cette nuit pour moi hors du temps, hors souvenir vraiment, comme si je n'arrivais pas à raturer cette nuit. Et il m'est resté un lapsus que j'ai fait longtemps, c'est-à-dire au moment où
où je veux sortir précipitamment. Vous savez, comme on sort et on dit au revoir. Et je disais bonne nuit en avalant le muet. J'ai fait ce lapsus pendant très très longtemps. Donc je n'arrivais pas à raturer cette nuit où j'ai vu mon père tomber et son corps se défaire sous la crise d'épilepsie. Eh bien, il m'a fallu le temps de la passe, l'effectuation réelle, pour que cette itération de la jouissance dans le lieu s'était vidée d'interprétation. Donc, une alternance d'aller et venue pour que je m'aperçois, je réalise tout d'un coup, et avec horreur, que je venais hanter les lieux, que je revenais comme dans une maison vide, et que j'étais un fantôme. Je est un fantôme et une fiction. En fait, j'ai réalisé ma pantomime de somnambule et que le symptôme était dans l'armoire. Donc, ma pantomime de nuit, si vous voulez, elle a la valeur d'un démenti du réel. Je savais que mon père était mort, mais la mort, c'était du semblant. Et ce montage pulsionnel, c'était une défense devant le vide de l'armoire et surtout le dérèglement du corps. Du côté du fantasme, ça m'avait donné une certaine disposition, vous voyez. La disposition, c'était réveiller les morts. Il y en a un certain nombre. Donc, réveiller les morts, les animer, réveiller l'autre, secouer. Et maintenant, je ne secoue plus les morts. Enfin, certains encore. Mais surtout, c'est le langage. Ça s'est déplacé là. C'est-à-dire, c'est le langage que je m'efforce de réveiller en infiltrant de la vie par le perfectionnement de l'écriture. C'est de plus en plus un goût que j'ai, ça, si vous voulez. L'écriture. Oui. C'est pas l'écriture en elle-même, c'est perfectionner le langage. Mais il faut écrire pour ça. Et... Alors, ça, c'était la version, bien sûr, paralysante, et on voit que la version non paralysante m'a été apportée par la passe et m'a été apportée par l'acte analytique lui-même. Parce que, encore une fois, l'histoire des 6 ans, je me suis retrouvée, si vous voulez, ça date maintenant, 92, 6 ans avant que je me décide à faire la passe, 6 ans avant, j'ai été secouée. J'ai été secouée par l'acte de mon analyste, et évidemment acte qui a reçu une réponse de ma part. Et donc cet acte, c'est une phrase complètement renversante. Mais c'est l'acte qui a opposé là un démenti réel au mensonge du symbolique, en me disant l'analyse, ce n'est pas du bricolage. C'était renversant. On peut même dire que c'était totalement inédit, mais c'était aussi, je trouve, une formule ironique. Parce que si on est enseigné les sujets qui ne se défendent pas du réel, on est quand même enseigné par la psychose, par des sujets qui ne se défendent pas du réel et qui, eux, ont bien besoin de bricolage symptomatique, si vous voulez, pour s'en défendre. Donc, c'est une
c'est une formule qui pour moi était tout à fait renversante. Bon, j'en ai parlé un petit peu plus longuement parce que à la même époque, je travaillais justement avec un patient qui avait, on pourrait dire, dont le nœud s'était défait. Et il a bien fallu bricoler pour pouvoir, si vous voulez, réparer ce qui était en train de se défaire, vous voyez. Donc, ça avait une double résonance pour moi. Alors, si je puis dire, somnambule qui trébuche, vite on bûche, ça se reportait en fait, c'était pour indiquer que je fonctionnais toujours sur le même tranchant. C'est-à-dire que j'ai cerné un bout de réel, mais je ne suis pas au bout de ma soif du réel. Et donc, le tranchant correspond à un double mouvement. C'est dans le mouvement, au fond, de possible fléchissement du corps, de perte de la maîtrise, c'est-à-dire là où je trébuche, eh bien que je décide et que je bûche, vous voyez. C'est-à-dire que mon fonctionnement, ma créativité, mon inventivité de travail se situe à un moment où je suis toujours au bord de perte de maîtrise. Bon. Et qu'il y a un réveil, s'il y a un réveil, il est à cet endroit-là. Il n'est pas ailleurs. C'est dans cette mare d'éveil contingente, vous voyez, mais nécessaire, mais désormais nécessaire, que je me tiens pour ne pas me rendormir. C'est-à-dire m'inhiber, me paralyser. Donc, c'est sans cesse à recommencer. Et alors, il y a deux formules de Lacan, si vous voulez, qui pour moi sont essentielles. Il y en a une formule qui nous rend lucides et qui tient en éveil, qui est en éveil pour la clinique, pour les cas d'urgence. C'est quand il dit, et il dit ça dans le séminaire 23, il dit que il parle du par-l'être à ce moment-là, et il dit que pour le par-l'être, son corps fout le camp à tout instant. Ça donne quand même une certaine idée qu'il s'agit de se tenir en éveil là, vous voyez, à cet endroit, et d'en tirer quand même des conséquences en termes d'inventivité. Et puis il y en a une autre que j'aime beaucoup, quand il dit, il se demande ce que supporte un corps, et il dit que c'est une ligne de consistance. Et il dit, c'est très précisément ce quelque chose qui n'a pour vous d'aspect que d'être ce qui résiste, ce qui consiste avant de se dissoudre. Ça nous rend lucide quant à la force et la fragilité des constructions, mais du savoir. Parce que quand on trouve quelque chose, ça consiste, mais le temps que ça se dissout. Donc il faut recommencer. Eh oui. Bon. Voilà à peu près. Oui, merci. Merci, Madame Roquet. Merci.